nos habitudes alimentaires sont profondément défaillantes et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, plus de 98 millions d'Américains sont au bord de développer un diabète. Cela signifie qu'environ un adulte sur 3 possède un taux de sucre dans le sang suffisamment élevé pour endommager lentement ses organes, ses nerfs et ses vaisseaux sanguins. Et ce n'est pas tout. 37 millions de personnes vivent déjà avec un diabète de type 2. Chaque année, ces chiffres continuent d'augmenter. Beaucoup de médecins affirment que cela est presque inévitable, comme si c'était une conséquence normale du vieillissement. Pourtant, il existe un détail historique extrêmement important que l'on ignore presque toujours. Pendant plus de 1000 ans, les paysans du Moyen-Âge mangeaient tous les jours, souvent 2 ou 3 repas, parfois davantage. Pourtant, le diabète de type 2 n'existait tout simplement pas. Ces personnes travaillaient extrêmement dur. Elles labouraient les champs, transportaient des charges lourdes, construisaient, coupaient du bois et marchaient de longues distances. Leur vie était difficile et elles n'avaient évidemment aucun accès à la médecine moderne. Malgré cela, leur taux de sucre dans le sang restait stable, leur poids restait généralement sain et surtout, ils vivaient sans les maladies chroniques qui touchent aujourd'hui des millions de personnes. Alors une question simple se pose, quel secret possédait-il que nous avons complètement perdu? La réponse est surprenante, elle ne consiste pas à manger moins. Les paysans médiévaux mangeaient souvent en grande quantité. Le véritable secret concerne ce qu'ils mangeaient, à quel moment ils mangeaient et surtout la manière dont leur corps digérait ces aliments. Une fois que vous comprenez cette différence, vous commencez à voir notre alimentation moderne sous un angle totalement différent. Ce que nous appelons aujourd'hui nourriture n'est souvent plus vraiment de la nourriture. C'est plutôt une sorte de toxine lente que notre corps n'a jamais été conçu pour traiter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Prenez un moment pour réfléchir et écrivez votre réponse dans les commentaires. Connaissez-vous quelqu'un, peut-être vous-même, qui a été diagnostiqué avec un prédiabète ou un diabète? Et si oui, quelle explication votre médecin vous a-t-il donné? Votre réponse m'intéresse vraiment. Et si vous aimez ce type de contenu qui remet en question les idées reçues sur la santé et l'alimentation, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Cela nous permet de continuer à révéler des informations que l'on n'entend presque jamais ailleurs. Car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait complètement changer la manière dont vous voyez la nourriture. Tout commence par un détail très simple. Le type de céréales que les gens consommaient au Moyen-Âge. Le pain était l'un des aliments les plus importants de leur alimentation. Une personne ordinaire pouvait facilement manger près d'une livre de pain par jour, parfois même davantage. À première vue, cela semble être une énorme quantité de glucides, et c'est vrai. Mais il y a un élément essentiel que l'on oublie toujours. Le blé qu'ils utilisaient n'a presque rien à voir avec celui que nous mangeons aujourd'hui. Le blé médiéval était une variété ancienne appelée Einkorn ou en grain, ainsi que l'amidonnier. Ces céréales sont ce que l'on appelle aujourd'hui des grains anciens. Leur structure génétique est totalement différente de celle du blé moderne. Par exemple, l'engrain possède seulement 14 chromosomes, alors que le blé moderne en possède 42. Cela peut sembler être un détail scientifique sans importance. Pourtant, cette différence change complètement la manière dont notre corps digère ces grains. Au cours des 60 dernières années, le blé moderne a été profondément modifié. Les agriculteurs et les industries agricoles ont sélectionné des variétés capables de produire davantage par hectare, de pousser plus vite, de rester plus courtes pour ne pas tomber avec le vent, et surtout de contenir plus de gluten, afin de produire un pain plus léger et plus volumineux. Mais ces modifications ont eu une conséquence inattendue. Le blé moderne se transforme extrêmement rapidement en glucose dans notre organisme. En réalité, manger une tranche de pain blanc moderne peut faire monter votre taux de sucre dans le sang plus rapidement que si vous consommiez simplement du sucre pur. Cela peut paraître exagéré, mais plusieurs études ont montré que le pain blanc provoque parfois une réponse glycémique plus forte qu'une barre chocolatée. Le blé ancien, lui, ne fonctionnait pas du tout de cette manière. Les grains comme l'engrain et l'amidonnier possèdent une structure différente. Leur amidon est plus compact, plus dense. Les enzymes digestives doivent travailler beaucoup plus longtemps pour libérer les sucres qu'ils contiennent. Au lieu d'une libération rapide de glucose en quelques minutes, le sucre est libéré lentement pendant plusieurs heures. Cette différence est capitale. Lorsque le sucre arrive lentement dans le sang, le corps n'a pas besoin de produire une énorme quantité d'insuline. Le taux de sucre reste stable, l'énergie est diffusée progressivement
brièvement et la sensation de faim met beaucoup plus de temps à revenir. Les paysans médiévaux pouvaient manger une grande quantité de pain et rester rassasiés pendant de longues heures. Leur énergie était constante. Leur corps ne subissait pas ces pics brutaux de sucre suivis de chutes rapides qui provoquent en fatigue et envie de manger à nouveau. Avec le temps, ces pics répétés d'insuline ont des effets très dangereux. Chaque montée brutale oblige le pancréas à produire davantage d'insuline. Les cellules commencent alors à devenir moins sensibles à cette hormone. C'est ce que l'on appelle la résistance à l'insuline et c'est l'une des principales causes du diabète de type 2. Une libération lente et stable du sucre, au contraire, maintient l'organisme dans un état d'équilibre. Pendant des siècles, les humains ont vécu avec ce type d'alimentation, mais nous avons échangé cet équilibre contre la rapidité, la commodité et la productivité. Le blé moderne pousse plus vite, coûte moins cher et se transforme plus facilement dans l'industrie alimentaire. Mais ce gain d'efficacité s'est fait au prix de notre santé métabolique. Et ce n'est pas le seul changement important. Il faut aussi regarder comment les céréales étaient transformées. Au Moyen-Âge, le pain était fabriqué avec de la farine complète, souvent moulue, avec des meules de pierre. Cette farine contenait encore toutes les parties du grain, le son, le germe et l'endosperme. Rien n'était retiré. Cela signifiait que le pain contenait énormément de fibres. Et les fibres jouent un rôle crucial dans la digestion. Elles ralentissent l'absorption du glucose dans le sang et nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin. Ces bactéries produisent ensuite des substances appelées acides gras à chaîne courte qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Le pain médiéval pouvait contenir entre 8 et 12 grammes de fibres par portion. Le pain blanc moderne, lui, en contient souvent moins d'1 gramme. Même le pain complet moderne est souvent fabriqué avec une farine tellement fine que ses fibres agissent presque comme celles du pain blanc. Résultat, le sucre arrive toujours très vite dans le sang. Même les pains bruns qui semblent sains peuvent provoquer presque la même hausse de sucre que du sucre pur. Mais il existe encore un autre détail fascinant que presque personne ne mentionne. Le pain médiéval était presque toujours fermenté. Les boulangers n'utilisaient pas la levure industrielle rapide que nous utilisons aujourd'hui. À la place, ils utilisaient du levain naturel composé de levure sauvage et de bactéries. La pâte fermentait pendant 12 à 24 heures avant d'être cuite. Ce processus apportait 2 avantages majeurs. D'abord, la fermentation commençait déjà à décomposer certains amidons, ce qui rendait le pain plus facile à digérer. Ensuite, elle ralentissait encore davantage la libération du glucose dans le sang. Des études modernes ont montré que le pain au levain provoque environ 25% de hausse de sucre en moins que le même pain fabriqué sans fermentation. Les paysans médiévaux ne connaissaient pas la biochimie, mais ils savaient une chose simple. Ce pain avait meilleur goût, se conservait plus longtemps et rassasiait davantage. Sans le savoir, ils amélioraient la qualité métabolique de leur nourriture. Et cela n'était que le début des différences entre leur alimentation et la nôtre, parce qu'un autre élément fondamental manque presque complètement dans leur régime alimentaire, le sucre. Parce qu'un autre élément fondamental manquait presque totalement dans l'alimentation médiévale, le sucre. Les paysans du Moyen-Âge consommaient très rarement des aliments sucrés. Le seul véritable édulcorant disponible était le miel. Et même cela restait un produit coûteux et difficile à obtenir. Une famille paysanne pouvait conserver un petit pot de miel pendant plusieurs mois, parfois toute une saison, en le réservant uniquement pour des occasions spéciales. La plupart du temps, leur repas n'était tout simplement pas sucré. Les légumes, les céréales, la viande, le poisson ou les produits laitiers étaient consommés tels quels, sans sucre ajouté. Comparez cela avec notre alimentation actuelle. Aujourd'hui, l'Américain moyen consomme environ 77 grammes de sucre ajouté chaque jour. Cela représente environ 19 cuillères à café de sucre pur quotidiennement. Et ce sucre ne se trouve pas seulement dans les desserts. Il se cache dans une quantité incroyable d'aliments. Le pain industriel, les sauces, les soupes prêtes à l'emploi, les vinaigrettes, les yaourts, les céréales du petit déjeuner et bien sûr les boissons. Beaucoup de ces produits ne sont même pas perçus comme sucrés. Pourtant, ils contiennent souvent plusieurs grammes de sucre dans chaque portion. Le problème est simple. Le corps humain n'a jamais été conçu pour gérer une telle quantité de sucre. Lorsque vous consommez autant de sucre chaque jour, votre foie doit traiter un afflux constant de fructose. Une grande partie de ce fructose est transformée en graisse. Cette graisse est ensuite stockée dans le foie
lui-même et autour des organes internes. Avec le temps, cela peut conduire à une condition appelée stéatose hépatique non alcoolique, que l'on appelle souvent foie gras non alcoolique. Aujourd'hui, cette maladie est devenue extrêmement courante dans de nombreux pays occidentaux. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le foie gras est directement lié à la résistance à l'insuline et au développement du diabète de type 2. En d'autres termes, l'excès de sucre que nous consommons chaque jour surcharge lentement l'un des organes les plus importants de notre corps. Mais il existe une autre source de sucre, encore plus problématique, les boissons. Les paysans médiévaux buvaient principalement 3 choses. De l'eau, une bière très légère fabriquée à partir d'orge fermentée, contenant souvent moins de 2% d'alcool, et parfois du lait. C'était tout. Ils ne buvaient pas de soda, pas de jus de fruits industriels, pas de boissons énergétiques, pas de café rempli de sirop aromatisé. Aujourd'hui, une seule canette de soda peut contenir environ 39 grammes de sucre. Et contrairement aux aliments solides, ce sucre liquide pénètre extrêmement rapidement dans la circulation sanguine. Il n'y a ni fibres, ni graisse, ni protéines pour ralentir son absorption. En quelques minutes, une grande quantité de sucre se retrouve dans votre sang. Votre pancréas doit alors réagir immédiatement en libérant une forte dose d'insuline. Pour beaucoup de personnes, cette situation se répète plusieurs fois par jour. Au fil des années, ce processus met une pression énorme sur le système métabolique du corps. Les paysans médiévaux, eux, buvaient presque exclusivement des boissons contenant très peu de sucre. Leur taux de sucre dans le sang restait relativement stable tout au long de la journée. Et cela se répétait jour après jour, année après année, toute leur vie. Maintenant, parlons d'un autre facteur très important, le moment et la fréquence des repas. Les paysans médiévaux mangeaient généralement 2 à 3 fois par jour. S'ils prenaient un petit déjeuner, il restait très simple, un morceau de pain, parfois un peu de fromage ou des restes du repas précédent. Le repas principal avait lieu vers midi, après plusieurs heures de travail dans les champs. On l'appelait souvent le dîner et c'était le repas le plus copieux de la journée. Ensuite venait un souper plus léger dans la soirée. Mais entre ces repas, ils ne mangeaient rien. Il n'y avait pas de collation constante. Cela signifie qu'entre chaque repas, ils passaient plusieurs heures sans apport de nourriture. Pendant ces périodes, le taux d'insuline diminuait naturellement. Le corps pouvait alors brûler des graisses pour produire de l'énergie et les cellules pouvaient effectuer des processus de réparation. Aujourd'hui, notre façon de manger est complètement différente. Beaucoup de personnes commencent la journée par un petit déjeuner, puis prennent une collation en milieu de matinée, ensuite le déjeuner, puis une autre collation l'après-midi, puis le dîner, parfois un dessert, et parfois même une collation tard le soir. En pratique, cela signifie que beaucoup de gens mangent presque constamment du matin jusqu'à la nuit. Chaque fois que nous mangeons, notre corps libère de l'insuline. Si nous mangeons toute la journée, notre taux d'insuline reste constamment élevé. Et lorsque l'insuline reste élevée pendant de longues périodes, le corps perd progressivement sa sensibilité à cette hormone. Même des aliments relativement sains peuvent-ils provoquer ce problème si l'on mange sans arrêt. Les paysans médiévaux, eux, vivaient naturellement avec de longues périodes entre les repas. Ce que l'on appelle aujourd'hui jeûne intermittent faisait simplement partie de leur quotidien. Ils n'avaient pas de collation, non pas parce qu'ils suivaient un régime particulier, mais parce que préparer de la nourriture demandait beaucoup de travail. On mangeait lorsque le repas était prêt, et ensuite on retournait travailler. Ces longues pauses alimentaires donnaient au corps le temps de stabiliser le taux de sucre dans le sang et de maintenir un métabolisme sain. Passons maintenant à un autre élément central de leur alimentation, les légumes. Les paysans médiévaux consommaient une grande variété de légumes, du chou, des oignons, des poireaux, des navets, des pois, des haricots, du chou frisé et des carottes. Ces aliments étaient souvent cuits en les faisant bouillir, rôtir ou mijoter dans de grandes marmites. Les légumes étaient bon marché, nourrissants et permettaient d'étirer les ingrédients plus coûteux comme la viande. Un repas typique pouvait être un grand bol de potage, une sorte de ragoût épais contenant des légumes, des céréales et parfois une petite quantité de viande ou de graisse pour donner du goût. Ce potage était mangé avec du pain rustique. Ces légumes apportaient des fibres, des minéraux et des nutriments essentiels. Mais surtout, ils remplissaient l'estomac sans apporter une énorme quantité de calories. On se sentait rassasié sans surcharger l'organisme en sucre. L'alimentation moderne fonctionne presque à l'opposé. Elle est très riche en calories, mais pauvre en fibres. Un repas de restauration rapide peut contenir plus de 1200 calories et être avalé en quelques minutes. Pourtant, une heure plus tard, beaucoup de gens ressentent déjà
déjà de nouveau la faim. Pourquoi? Parce que ces aliments contiennent peu de fibres, peu de volume et peu d'éléments capables de signaler au cerveau que l'on a suffisamment mangé. La nourriture médiévale, elle, était volumineuse et dense. Un bol de ragoût épais occupait physiquement beaucoup d'espace dans l'estomac. Il fallait du temps pour le manger et il apportait une sensation de satiété durable. Les gens ne ressentaient-ils pas le besoin de grignoter constamment. Leur estomac était réellement plein et leur taux de sucre restait stable. Et maintenant, parlons de la viande. Les paysans du Moyen-Âge mangeaient bien de la viande, mais pas tous les jours. La viande était une ressource précieuse. Une poule, un cochon ou une vache représentaient une grande richesse pour une famille. Une poule, un cochon ou une vache représentaient une richesse importante pour une famille. La viande était donc utilisée avec parcimonie. Souvent, lorsqu'un cochon était abattu à l'automne, la viande était conservée par salaison, fumage ou séchage afin de durer pendant plusieurs mois. On en ajoutait de petites quantités dans les ragoûts ou les potages, surtout pour donner du goût, plutôt que d'en faire l'élément principal du repas. Aujourd'hui, la situation est très différente. Beaucoup de personnes mangent de la viande plusieurs fois par jour. Mais le problème n'est pas seulement la quantité, c'est aussi la qualité. Les animaux élevés autrefois vivaient dehors, mangeaient de l'herbe et se déplaçaient librement. Leur graisse contenait davantage d'acides gras oméga 3 et beaucoup moins d'oméga 6 inflammatoires. Les animaux élevés industriellement aujourd'hui sont souvent nourris avec du maïs et du soja, vivent dans des espaces restreints et reçoivent des antibiotiques. Leur graisse favorise davantage l'inflammation chronique, un facteur clé de la résistance à l'insuline. Les légumineuses constituaient aussi une partie essentielle de l'alimentation médiévale. Les haricots, les lentilles et les pois étaient bon marché, nourrissants et riches en fibres et en protéines. Un simple bol de lentilles avec du pain pouvait former un repas complet. Ces aliments libèrent leur énergie lentement dans le sang et contiennent un type particulier de glucides appelé amidone résistant, qui nourrit les bonnes bactéries intestinales et améliore la réponse du corps à l'insuline. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment rarement des légumineuses, les ayant remplacées par des aliments raffinés comme les pâtes ou le pain blanc. Mais l'alimentation n'était qu'une partie de l'équation. Les paysans bougeaient constamment, leurs muscles travaillaient toute la journée. Lorsque les muscles sont actifs, ils absorbent le glucose du sang sans même avoir besoin d'insuline. Cette activité continue aidait naturellement à maintenir un taux de sucre stable. Ils dormaient aussi davantage. Sans écran ni lumière artificielle, ils se couchaient peu après la tombée de la nuit et dormaient jusqu'à l'aube. Un sommeil profond et régulier améliore fortement la sensibilité à l'insuline. Enfin, leur nourriture était locale, saisonnière et naturelle. Rien n'était ultra transformé. Aujourd'hui, la recherche arrive toujours à la même conclusion. Les sociétés qui mangent des aliments entiers, bougent beaucoup, dorment bien et vivent avec moins de stress connaissent très peu de diabète. Alors la vraie question est simple. Sommes-nous prêts à réapprendre ce que les humains savaient déjà depuis des milliers d'années? Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Nous continuerons à explorer ces vérités oubliées sur l'alimentation et la santé.